Tout le monde chuchotait qu'Arthur Taylor était un monstre qui détruisait des carrières pour le sport. Terrifiés, des serveurs vétérans refusaient la table 4, sacrifiant Riley, la nouvelle serveuse, à l'abattoir. Le personnel s'attendait à une exécution publique cette nuit-là. Au lieu de cela, ils ont été témoins d'une partie d'échecs psychologiques aux enjeux élevés, exposant un secret déchirant. Riley n'a pas seulement survécu. Elle a brisé la hiérarchie d'élite de la ville avec un seul acte de défi d'intégrité. Vous pensez savoir comment se termine cette histoire de paria? Vous ne savez pas. Ceci est la vraie histoire de comment une brave serveuse a mis un milliardaire impitoyable à genoux avec rien de plus qu'une tasse de café. La pluie à Saddle ne nettoie pas les choses, elle rend juste la crasse plus glissante. C'est comme ça que Riley se sentait en regardant par la fenêtre arrière de l'IL, le restaurant français le plus prétentieux du Nord-Ouest Pacifique. Elle se sentait glissante, grasse et entièrement hors de propos. Riley Jenkins avait 23 ans avec un diplôme en histoire de l'art qui servait actuellement de sous-verre très cher pour sa dette étudiante croissante. Elle avait déménagé ici de Boisé il y a 3 semaines, poursuivant une vague promesse de stage en galerie qui s'était évaporée au moment où son bus était entré au dépôt. Maintenant, elle portait un tablier blanc amidonné qui sentait légèrement la javette et la peur, debout sur le précipice d'un service de dîner du mardi soir que le personnel vétéran appelait simplement le Gauntlet. La cuisine était une cacophonie d'acier inoxydable et de jurons. Le chef Jean-Luc, un homme dont la tension artérielle semblait fonctionner sur un plan physiologique différent du reste de l'espèce humaine, criait à propos de truffes. « Riley, arrête de regarder la pluie. La pluie ne paie pas ton loyer. » Riley sursauta, laissant presque tomber un plateau d'argenterie polie. « Désolé, chef, je vérifiais juste les tables. » « Vérifiez votre tête. » Jean-Luc aboya, se retournant vers une marmite de fond de veau en réduction. Elle s'élança vers la salle. L'IL était beau d'une manière froide et intimidante. Tout était velours, acajou et feuilles d'or. C'était le genre d'endroit où une bouteille d'eau coûtait plus que son salaire horaire. La réunion du personnel était à 16h30 précise. Le gérant de salle, un homme sournois nommé Richard Cole, qui portait des costumes légèrement trop brillants, faisait les 100 pas devant le service. Il avait l'air nerveux. Il transpirait malgré la climatisation agressive. « Très bien, écoutez bien, » dit Richard, la voix tendue. « Nous avons un livre complet ce soir. Le maire arrive à 19h avec une fête de 6 personnes. Traitez-les bien. » Mais il fit une pause, essuyant sa lèvre supérieure. Plus important encore, M. Taylor est inscrit pour 18 heures. La température de la pièce sembla baisser de 10 degrés. Riley regarda autour d'elle. Les autres serveurs, des vétérans endurcis qui pouvaient porter 5 assiettes sur un bras et déboucher un cabernet millésimé sans rompre le contact visuel, avaient l'air terrifiés. Béatrice, une serveuse qui était à l'ILE depuis l'administration Clinton, se signa. « Arthur Taylor », murmura un serveur nommé Mike. « Je pensais qu'il était à Genève. »« Il est de retour », dit Richard d'un ton sombre, et il a spécifiquement demandé la table 4. Riley leva timidement la main. « Qui est Arthur Taylor? » Le silence qui suivit fut pesant. Béatrice se tourna vers elle, le visage pâle. « Ce n'est pas un qui, ma chérie. C'est un quoi. »« Arthur Taylor, » expliqua Richard, la voix légèrement tremblante. « C'est le PDG de Taylor Hale Dynamics. Il possède la moitié des biens immobiliers de cette ville et détient la dette sur l'autre moitié. Il vient ici peut-être 2 fois par an, et chaque fois qu'il vient, » Richard s'interrompit. « La dernière fois, » Mike interjeta, « il a fait pleurer Chloé parce que son ombre était tombée sur sa soupe. Il l'a fait virer avant le dessert. »« Il y a 2 ans, » ajouta Béatrice, « il a acheté le bâtiment d'en face juste pour expulser un barista qui avait mal pris sa commande. C'est un homme misérable, vindicatif, sans âme qui mange le bonheur au petit déjeuner. »« D'accord, » dit Riley, essayant de paraître courageuse, mais sentant son estomac se tordre. « Alors, c'est un client difficile. On le tue juste avec de la gentillesse, n'est-ce pas? »
Béatrice laissa échapper un rire sec et sans humour. On ne tue pas Arthur Taylor avec de la gentillesse, Riley. On essayait juste de lui survivre. Richard frappa dans ses mains, le son étant étonnamment fort. Bien. Le problème, c'est qu'aucun de vous ne veut le prendre. Le personnel recula à l'unisson, laissant Richard seul. C'était presque comique, comme une routine de natation synchronisée de lâcheté. « Je ne peux pas le faire, Richard, » dit Mike, secouant la tête. « Je suis déjà sur la corde raide. S'il se plaint, je suis fichu. »« J'ai un prêt immobilier, » dit Béatrice d'un ton sec. « Je ne le risque pas. » Les yeux de Richard balayèrent la pièce, désespérés. Ils se posèrent sur Riley. Riley sentit le sang se retirer de son visage. « Moi, Richard? Non. Je suis ici depuis 3 semaines. Je ne connais même pas encore la carte des vins par cœur. »« C'est parfait, » dit Richard, un éclat maniaque dans l'œil. « Vous êtes nouvelle, il ne vous connaît pas. Vous n'avez pas d'histoire avec lui. Gardez juste son eau pleine. Ne parlez que si on vous parle. Et pour l'amour de Dieu, ne maintenez pas le contact visuel plus de 2 secondes. »« Richard, c'est une mauvaise idée, » avertit Béatrice. « C'est un agneau. »« C'est la seule qui reste, » siffla Richard Ward. Il s'approcha de Riley et posa une main moite sur son épaule. « Riley, écoutez-moi. Si vous passez ce service sans qu'il ne demande à me parler, je vous donnerai la section du vendredi soir pendant 1 mois. Ça fait 2000 $ de pourboire. Facile. 2000 $, c'était le loyer, c'était les prêts étudiants, c'était de la nourriture qui n'était pas des remèdes instantanés. Riley déglutit difficilement. Elle regarda les visages terrifiés de ses collègues. Elle regarda la table 4 vide, une banquette isolée dans le coin, avec la meilleure vue sur la Space Needle. « D'accord, » murmura-t-elle, « je vais le faire. » L'horloge sonna 18. La pluie martelait la vitre. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent. Le pupitre d'accueil devint silencieux. Arthur Taylor ne marchait pas. Il glissait, propulsé par la force pure de sa propre importance. Il était plus âgé que Riley ne l'avait imaginé, peut-être fin soixantaine, avec des cheveux argentés impeccablement peignés en arrière. Il portait un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que la maison des parents de Riley, mais ce furent ses yeux qui la figèrent. Ils étaient gris, plats et complètement dénués de chaleur. Il ressemblait à un requin qui avait appris à marcher sur terre. Il était flanqué de 2 hommes plus jeunes, en costume, assistants ou peut-être gardes du corps, qui s'éloignèrent à mesure qu'il s'approchait de la salle à manger, le laissant entrer seul. Il n'attendit pas d'être assis. Il alla directement à la table 4, s'assit et plaça un lourd carnet relié en cuir sur la table. Richard poussa Riley en avant. « Allez, de l'eau maintenant. » Riley saisit la carafe en cristal. Ses mains tremblaient si fort que la glace cliquetait contre le verre, sonnant comme des carillons éoliens dans un ouragan. Elle prit une profonde inspiration, força un sourire sur son visage et marcha vers la banquette du coin. « Ne regardez pas les yeux. Ne regardez pas les yeux. » Elle atteignit la table. Taylor regardait par la fenêtre. Il ne remarqua pas sa présence. « Bonsoir, monsieur, » dit Riley, sa voix étonnamment stable. « Bienvenue à Luciel. » Taylor ne bougea pas. Il ne cligna pas des yeux. Le silence s'étira, agonisant et épais. Riley commença à verser l'eau. Elle se concentra sur le filet, terrifiée à l'idée d'éclabousser une seule goutte sur la nappe blanche immaculée. « Stop !» dit Taylor. Sa voix était comme du gravier qui grince, bassé, rauque et autoritaire. Riley se figea, la carafe en l'air. « Monsieur. » Taylor tourna lentement la tête. Il regarda le verre d'eau, puis il regarda son badge. Puis enfin, il la regarda au visage. « Je n'ai pas demandé de glace, » dit-il. Riley regarda le verre. Il y avait 3 glaçons flottant dedans. « Je m'excuse, monsieur. Le service standard est... »« Je me fiche du service standard, » interrompit Taylor, sa voix ne montant pas en volume, mais augmentant en intensité. «
Je me soucie de mon service. Je viens ici depuis 20 ans. Tout le monde sait que je ne prends pas de glace. Ne vous ont-ils pas briefé ou êtes-vous simplement incompétente? Riley sentit une bouffée de chaleur lui monter au cou. Du coin de l'œil, elle vit Richard se cacher derrière un pilier, enfouissant son visage dans ses mains. « Je suis nouvelle, Monsieur Taylor, » dit Riley, luttant contre l'envie de fuir. « Je n'ai pas été informé. Je vais remplacer ceci immédiatement. » « Non, » dit Taylor. Il tendit la main et saisit le verre. Il le tint à la lumière, l'inspectant comme un diamant. « Vous ne le remplacerez pas, » dit-il doucement. « Vous le repêcherez. » Riley cligna des yeux. « Excusez-moi. Vous avez fait de l'erreur, » dit Taylor, reposant le verre avec un claquement sec. « Réparez-la. Utilisez une cuillère. Utilisez vos doigts. Je m'en fiche. Mais retirez la glace maintenant. » Le restaurant était devenu silencieux. Les tables voisines avaient arrêté de manger. Tout le monde regardait. C'était un jeu de pouvoir pur et simple. Il voulait l'humilier. Il voulait voir si elle allait craquer. Riley regarda la cuillère sur la table. Elle était en argent, lourde. Elle regarda Taylor. Il souriait. Une petite moue cruelle des lèvres. Et elle pouvait partir. Elle pouvait lui jeter l'eau au visage et démissionner. Elle pouvait retourner à Boissé. Mais alors elle se rappela le loyer. Elle se rappela le stage en galerie qui était tombé à l'eau. Elle se rappela qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Riley prit une inspiration. Elle tendit la main vers la cuillère. « En fait, » dit Riley, retirant sa main. Les sourcils de Taylor se levèrent. « En fait, » répéta Riley, sa voix prenant une force étrange et soudaine. « Je ne peux pas faire ça, monsieur. » Taylor se pencha en arrière, croisant les bras. « Et pourquoi ça? C'est en dessous de vous? » « Non, » dit Riley, « c'est insalubre. Si je mets une cuillère qui était sur la table, ou Dieu m'en préserve, mes doigts, je contamine votre boisson. L'IL a des normes d'hygiène, Monsieur Taylor, et je vous respecte trop pour vous servir de l'eau contaminée. » Elle attrapa le verre avant qu'il ne puisse réagir. « Je vous en apporterai un frais sans glace, à température ambiante ou rafraîchi. » Taylor la fixa. Pendant 5 secondes, l'air dans le restaurant était si fin qu'il semblait impossible de respirer. Richard avait l'air d'être sur le point de faire une crise cardiaque, puis Arthur Taylor fit quelque chose que personne n'attendait. Il expira par le nez, un petit souffle sec et bref. « Rafraîchi, dit-il, de la bouteille. Ne l'ouvrez pas tant qu'elle n'est pas à table. »« Bien sûr, » dit Riley. Elle fit demi-tour et s'éloigna, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Elle atteignit le poste de service avant que ses genoux ne cèdent. Elle saisit le comptoir pour se stabiliser. Béatrice était là, remplissant une corbeille à pain. Elle regarda Riley avec des yeux grands et terrifiés. « Vous lui avez répondu, » murmura Béatrice. « Vous lui avez vraiment répondu. »« Je n'ai pas répondu, » dit Riley, la voix tremblante. « J'ai cité le code de la santé. »« Il va vous écorcher vive, » dit Béatrice, secouant la tête. « Ce n'était pas une victoire, ma chérie, ma chérie. C'était juste le premier coup. Vous venez de faire de vous une cible. » Riley attrapa une bouteille de Pellereau du réfrigérateur. Ses mains étaient froides. « Eh bien, » dit Riley, se forçant à se tenir droite, « si je dois tomber, je prends les 2000 $ avec moi. » Elle retourna à la salle, mais en s'approchant de la table 4, elle remarqua quelque chose. Taylor ne regardait plus par la fenêtre. Il avait ouvert son carnet en cuir, et sur la table à côté de sa fourchette, il avait placé un petit objet étrange. C'était un minuteur de cuisine mécanique à l'ancienne, et il tic-taquait. Riley posa la bouteille de Pellereau rafraîchie sur la table. Elle ne l'ouvrit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle fixa le minuteur mécanique posé à côté de la main gauche d'Arthur Taylor. C'était un appareil en acier brossé qui tic-taquait avec une précision rythmique et exaspérante. Tic, tic, tic. Taylor la regarda, regardant le minuteur. Il ne dit pas un mot. Il tapota simplement le cadran de sa Rolex. « Y a-t-il une limite de temps, Monsieur Taylor ?» demanda Riley, gardant sa voix égale,
bien que ses paumes transpiraient. « J'apprécie l'efficacité, » répondit Taylor, sa voix dénuée d'émotion. « Vous avez 3 minutes pour présenter la carte des vins, recommander une bouteille et verser le premier verre. Si le minuteur sonne avant que le vin ne soit dans le verre, je pars. Et si je pars, je passe un appel au propriétaire de ce bâtiment. » Il tendit la main et tourna le cadran. Clic-clac. Le tic-tac s'intensifia. Riley ne perdit pas une seconde. Elle ne courut pas. Cela aurait montré de la panique, mais elle se déplaça avec une urgence rapide et fluide. Elle fit signe à Richard pour le livre du sommelier. Richard, l'air au bord de l'hyperventilation, lui tendit le lourd classeur en cuir. « Il aime le Bordeaux », siffla Richard à son oreille. « Du Bordeaux cher. Donnez-lui juste le 82 lourd, c'est 3000 de ça. Il adorera le prix. » Riley prit le livre et retourna à la table. Elle avait passé les 3 dernières semaines à mémoriser ce livre. Pas seulement les prix, mais les notes, les histoires. Elle posa le livre. Le minuteur était à 2 minutes et 30 secondes. « Monsieur Taylor, » commença-t-elle, « le gérant suggère le 82 lourd. » Taylor ricana. C'était une expression laide qui lui ridait le nez. Bien sûr qu'il le fait. Richard est un homme prévisible qui pense que l'argent égale le goût. Si je voulais boire un paiement hypothécaire, j'irais à Wall Street. Il la regarda, ses yeux gris perçants. « Que suggérez-vous? Vous avez 2 minutes. » L'esprit de Riley s'emballa. Il détestait la glace. Il détestait le standard. Il détestait la prévisibilité. C'était un homme qui sentait que le monde était incompétent et superficiel. Il ne voulait pas la chose la plus chère, il voulait la chose correcte. Elle tourna les pages des Bordeaux, elle tourna les pages des Bourgognes, elle alla à la fin du livre, à la section que la plupart des serveurs ignoraient parce que la commission était plus basse. « Le Chinon 2014 de la vallée de la Loire », dit Riley fermement. Le tic-tac sembla ralentir. Taylor cessa de regarder le minuteur et la regarda. « Chinon, c'est un vin de paysan, Cabernet Franc, c'est distinct, oui, mais à peine raffiné. »« C'est honnête, » répliqua Riley. Elle se rappela avoir lu sur le vigneron, un vieil homme qui refusait d'utiliser des machines modernes, foulant le raisin au pied, même à 80 ans passés. Il a une acidité élevée, des notes de graphite et de mûre. Il n'essaie pas de vous impressionner avec du chêne ou du prix. Il est amer, il est complexe, et il ne s'excuse pas de ce qu'il est. Elle soutint son regard. « Je pense que vous apprécieriez quelque chose qui ne s'excuse pas. » Le minuteur atteignit 1 minute. Taylor la fixa. Le silence s'étira tendu comme une peau de tambour. Riley pouvait entendre Richard geindre en arrière-plan. « Allez le chercher, » dit Taylor. Riley se retourna. Elle sprinta pratiquement à la cave. Elle contourna les vitrines à température contrôlée et alla au casier poussiéreux à l'arrière. Elle attrapa la bouteille. 45 secondes, elle retourna à la table. Elle présenta l'étiquette. Il hocha la tête une fois. 30 secondes, elle sortit le tire-bouchon de son tablier. C'était le moment de vérité. Si le bouchon se cassait, elle était morte. Si elle échouait, elle était morte. Elle enfonça la vrille, tordit et tira. Un pop net, 20 secondes. Elle essuya le bord. Elle versa une dégustation. Taylor fit tournoyer le liquide rouge foncé. Il le sentit. Il prit une gorgée. Riley retint son souffle. Le minuteur était à 10 secondes. 9, 8. Il ne parla pas. Il resta juste là, le vin sur sa langue. « Versez », dit-il. Riley remplit son verre juste au moment où le minuteur laissa échapper un ding métallique aigu. Taylor tendit la main et fit taire le minuteur. Il prit une autre gorgée de vin, puis il regarda la bouteille puis Riley. « Acceptable, » murmura-t-il. « Ça a le goût de pierre mouillée et de colère. Ça convient à mon humeur. » Riley expira, ses genoux comme de la gelée. « Je vous laisse un moment avec le menu, monsieur. »« Non, » dit Taylor, ouvrant de nouveau le carnet. « Je sais ce que je veux, et c'est là que vous échouerez probablement. » Il pointa un doigt manucuré vers les portes de la cuisine. « Dites à Jean-Luc que je veux le confit de canard.
Mais dites-lui que s'il utilise la réduction de cerises dont il est obsédé ces derniers temps, je le renverrai. Je le veux sec, la peau assez croustillante pour se briser. La chair tombant de l'os et aucune garniture, pas de persil, pas de fleurs comestibles, pas de bêtises, juste le canard. Compris? Compris, dit Riley. Et, ajouta Taylor, ses yeux se plissant, réinitialisez le minuteur, 20 minutes. Si le canard n'est pas là dans 20 minutes, ne vous donnez pas la peine de l'apporter. Il remonta le cadran de nouveau. Le tic-tac reprit. La cuisine était une zone de guerre. Quand Riley transmit la commande, le chef John Luke jeta une serviette dans une marmite d'eau bouillante. Pas de sauce. Il veut du canard sec. C'est un Philistin, un barbare. Jean-Luc cria, son visage prenant une nuance de violet qui correspondait aux oignons qu'il coupait. Il veut ce qu'il veut, chef, dit Riley, vérifiant sa montre. Et nous avons 18 minutes. Je ne peux pas cuire un confit en 18 minutes. Il faut du temps pour le croustiller. Alors, utilisez la salamandre à feu vif et surveillez-le comme un faucon, dit Riley, se surprenant elle-même par son assurance. S'il vous plaît, chef, il nous chronomètre. Jean-Luc grommela, mais il bougea. Le personnel de cuisine travailla frénétiquement. Riley se tenait aux passes, regardant l'horloge. 15 minutes, 10 minutes. À 18 minutes, Jean-Luc dressa l'assiette de la cuisse de canard. Elle semblait parfaite, dorée, frémissante, complètement nue sur la céramique blanche. « Service! » Jean-Luc aboya. Riley attrapa l'assiette. Elle vérifia le bord pour les empreintes de pouce. Propre. Elle se dirigea vers la salle. Elle plaça le canard devant Taylor avec 90 secondes à perdre. « Confit de canard. Pas de sauce, pas de garniture, » annonça Riley. Taylor regarda le canard. Il prit sa fourchette et son couteau. Il tapota la peau. Cela fit un son creux et grattant. Croustillant, reconnut-il. Il coupa un morceau. La chair se détacha de l'os sans aucune résistance. Il le mit dans sa bouche. Il mâcha lentement. Riley attendit. C'était la partie terrifiante. Le vin était subjectif. La nourriture était objective. Taylor arrêta de mâcher, il déglutit, puis il posa sa fourchette avec un bruit lourd. « Dégoûtant, » dit-il. Riley cligna des yeux. « Monsieur, il est salé, » dit Taylor, repoussant l'assiette. « Il est immangeable. Jean-Luc a trop salé la cure. On dirait que je mange un bloc de sel. » Riley regarda le canard. Jean-Luc était un chef étoilé Michelin. Il ne salait pas trop les choses. « Monsieur Taylor, » dit Riley avec prudence, « le chef John Luke est très précis avec son assaisonnement. »« Êtes-vous en train de me traiter de menteuse? » claqua Taylor, sa voix traversant la pièce. D'autres convives regardèrent, chuchotant. « Non, monsieur, je suis juste surprise. »« Ne soyez pas surprise. Soyez utile, » siffla Taylor. Il ramasse la fourchette, poignarda le morceau de canard qu'il avait coupé et le lui tendit. « Mangez-le, » ordonna-t-il. Riley recula légèrement. « Je ne peux pas faire ça, monsieur. C'est contre le protocole de manger dans l'assiette d'un client. »« Je ne suis pas un client, » dit Taylor, les yeux sauvages. « Je suis le juge, le jury et le bourreau de la réputation de ce restaurant. Si vous faites tant de confiance au chef, prouvez-le. Mangez le canard. » Richard faisait frénétiquement des gestes de couper ça depuis le couloir, signalant à Riley de s'excuser et d'emporter l'assiette. Mais Riley regarda le visage de Taylor. Il n'était pas seulement en colère. Il testait son intégrité. Il voulait voir si elle mentirait pour l'apaiser ou si elle défendrait la vérité. Riley prit une fourchette propre du plateau de service. Elle coupa un petit morceau de l'autre côté de la cuisse de canard. Elle le mit dans sa bouche. La saveur explosa. C'était riche, savoureux et gras. Mais le sel était parfait. Ce n'était même pas limite. C'était assaisonné à la perfection. Elle déglutit. « Alors, » Taylor défia, « salé, n'est-ce pas, comme de l'eau de mer? » Riley le regarda droit dans les yeux.
C'était le moment où elle allait être virée. Elle le savait. Et on ne contredit jamais le client. Non, monsieur, dit Riley clairement. Il n'est pas salé. Il est parfaitement assaisonné. En fait, c'est l'une des meilleures choses que j'ai jamais goûtées. La pièce devint silencieuse. Richard laissa tomber son presse-papier. Taylor la fixa, son visage virant au rouge. Il semblait prêt à retourner la table. Vous, petite insolente. Je peux le reprendre, continua Riley, sa voix tremblante mais ferme. Je peux demander au chef de vous faire une simple escalope de poulet si votre palais est sensible aujourd'hui. Mais je ne dirai pas au chef qu'il a fait une erreur alors qu'il n'en a pas fait. Ce serait un mensonge. Et je ne pense pas que vous payiez pour des mensonges, Monsieur Taylor. Taylor serra le bord de la table. Ses phalanges étaient blanches. Il regarda le canard. Il regarda Riley. Pendant une longue et douloureuse minute, il ne bougea pas. Puis il ramassa sa fourchette. Il prit une autre bouchée du canard. Il mâcha. Il déglutit. « Vous avez raison, dit-il doucement. » Il prit une autre bouchée. « C'est parfait. » Il ne la regarda pas. Il continua simplement à manger. « Remplissez mon verre d'eau et ne soyez pas si suffisante. » Riley s'éloigna, son cœur battant si fort qu'elle pensa qu'il allait lui meurtrir les côtes. Elle avait gagné la manche. Mais la guerre n'était pas finie. Au moment où le plat principal fut débarrassé, la tempête à l'extérieur s'était intensifiée. Le tonnerre secouait les grandes baies vitrées de l'IL. Le restaurant se vidait, mais Taylor restait. Riley s'approcha pour débarrasser la table. Tandis qu'elle balayait les miettes de pain avec un outil en argent, ses yeux tombèrent sur le carnet en cuir. Il était ouvert maintenant. Taylor s'était éloigné pour aller aux toilettes, laissant son sanctuaire sans surveillance pour la première fois. Riley savait qu'elle ne devait pas regarder, mais le carnet était ouvert à une page qui n'était pas pleine de chiffres d'affaires ou d'acquisitions immobilières. C'était un croquis. C'était un dessin fait au fusain d'une femme. Elle était jeune, riant, assise à cette même table, la table 4. La vue de la Space Needle était esquissée en arrière-plan, mais la date au bas du croquis était de 1984. Sous le dessin, d'une écriture tremblante, se trouvaient les mots « L'anniversaire de Catherine ». La nuit où elle a dit oui. Riley sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Ce n'était pas un dîner d'affaires. C'était une veillée. Elle entendit des pas et se redressa rapidement. Taylor revint. Il semblait plus âgé maintenant. L'adrénaline de la confrontation s'étant estompée, laissant derrière elle une fatigue grise et lasse. Il s'assit et, en ajustant sa serviette, son coude heurta le verre de vin vide. Il bascula. Cela se passa au ralenti. Le verre tomba, heurta le bord de l'assiette à pain et se brisa. Des éclats de cristal volèrent à travers la table. Un gros morceau glissa sur le carnet, déchirant la page avec le dessin. Taylor se figea. Il fixa le papier déchiré. La déchirure traversait le visage de la femme du croquis. « Non », murmura-t-il. C'était un son de pure dévastation. Il se précipita pour saisir le carnet, ses mains tremblant violemment. Non, non, non. Il n'était plus le tyran milliardaire. C'était un vieil homme paniqué essayant de sauver un morceau de papier. Dans sa hâte, il se coupa le doigt sur un éclat de verre. Le sang coula sur la nappe blanche, s'épanouissant comme une fleur rouge. « Éloignez-vous » cria-t-il alors que Riley s'avançait. « Ne touchez pas ça, monsieur Taylor. Vous saignez, dit Riley, ignorant son cri. Elle n'appela pas Richard. Elle n'appela pas le boss boy. Elle attrapa une serviette en lin propre et tendit la main vers lui. « J'ai dit éloignez-vous » claqua-t-il, retirant sa main comme un animal blessé. « Arthur, arrêtez » dit Riley. Elle utilisa son prénom. Le choc le fit s'arrêter. « Laissez-moi voir votre main » dit-elle doucement, sa voix prenant le ton qu'on utilise avec un enfant effrayé. « Le croquis va bien, la déchirure est nette, elle peut être scotchée, elle peut être restaurée, mais vous saignez sur la nappe. » Taylor la regarda, les yeux grands ouverts et humides.
Le masque avait complètement glissé. Il la laissa prendre sa main. Elle enroula la serviette autour de son doigt, appliquant une pression. J'ai dessiné ça, murmura-t-il, la voix tremblante. Il y a 40 ans. Je ne suis pas un artiste, c'est terrible, mais c'est le seul que j'ai d'elle ici. C'est beau, dit Riley doucement. Vous avez capturé son rire. C'est la partie la plus difficile à dessiner. Taylor leva les yeux vers elle. Vraiment? La regarda. Vous vous y connaissez en art? J'ai un diplôme en histoire de l'art, dit Riley avec un sourire triste. Pas très utile en attendant les tables, mais je reconnais un dessin d'observation quand j'en vois un. Vous l'aimiez beaucoup. Taylor s'affala sur son siège. Le combat le quitta. Elle est morte il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Nous venions ici chaque année. Table 4. Il regarda le restaurant vide et froid. Avant, c'était plus chaleureux ici, murmura-t-il. Les lumières étaient plus douces. La nourriture était plus simple. Maintenant, tout est mousse et égaux et bruit. Les choses changent, dit Riley. Elles ne devraient pas, dit Taylor amèrement. Passe les choses importantes. Il regarda de nouveau la page déchirée. Je suis un vieil homme stupide, n'est-ce pas? Terrorisant les serveuses parce que je suis seul. Vous n'êtes pas stupide, dit Riley, mais vous êtes terrifiant. Taylor laissa échapper un petit rire sec. Je suppose que oui. Il prit une profonde inspiration et redressa sa cravate. Le masque glissait à nouveau en place, mais il était plus fin maintenant. Je veux un dessert, annonça-t-il, bien que la morsure ait disparu de son ton. Le menu propose un soufflé au chocolat Valrhona ou une tarte au citron, proposa Riley. Taylor secoua la tête. Non, je ne veux pas cela. Je veux ce que Catherine commandait chaque année, mais je ne le vois plus au menu. C'était quoi? Demanda Riley. Un cobbler au mur, dit Taylor, avec de la glace à la vanille. Pas de gelato, pas de sorbet, de la glace. Le cœur de Riley se serra. C'était un restaurant français haut de gamme. Il ne faisait pas de crimplers. Ils n'avaient pas de murs à la station de préparation et le chef John Luke préférait se mettre le feu plutôt que de servir un dessert américain rustique. Monsieur Taylor, commença Riley, je ne pense pas que la cuisine... Taylor la regarda. Les yeux gris étaient suppliants maintenant. S'il vous plaît, c'est pour elle. Riley regarda le minuteur qui était silencieux sur la table. Elle regarda la serviette tachée de sang. Elle regarda le croquis déchiré de la femme riante. Elle savait que la réponse était non. Elle savait que la cuisine n'avait pas les ingrédients. Elle savait que Richard l'interdirait. « Donnez-moi 20 minutes, dit Riley. Riley fit éruption dans la cuisine. « Chef, j'ai besoin de mûres, de farine, de sucre et de beurre, tout de suite. » Jean-Luc leva les yeux de son poste de nettoyage. « Nous sommes fermés aux commandes et nous n'avons pas de mûres. Nous avons des framboises pour les... C'est tout. »« Nous devons faire un cobbler au mur, » dit Riley frénétique. « Un cobbler? » Jean-Luc rit, un rire cruel et aboyant. « C'est Luciel, pas un routier en Alabama. Non. »« Chef, s'il vous plaît, » supplia Riley. « C'est pour Taylor, c'est l'anniversaire de sa défunte femme. C'est ce qu'il mangeait ici il y a 40 ans. » « Je me fiche que ce soit l'anniversaire de la reine d'Angleterre, » cria Jean-Luc. « Je n'ai pas de mur. Je ne peux pas cuisiner ce que je n'ai pas. » Riley resta là, vaincue. Elle sentait les larmes lui piquer les yeux. Elle était allée si loin. Elle avait survécu au vin, au canard, à l'explosion pour échouer maintenant à la mémoire de sa femme. Puis elle se rappela que le barman, Mike, avait préparé un cocktail spécial plus tôt, un Seattle Storm. Il utilisait une purée de mûres et des mûres fraîches pour la garniture. Riley courut au bar. Mike essuyait des verres. « Mike, le plateau de garniture. Avez-vous des mûres? » Mike eut l'air surpris. « Oui, peut-être un demi-litre. »« Pourquoi? »« Donnez-les-moi. » Elle attrapa le récipient en plastique. Ce n'était pas assez pour un cobbler entier, mais c'était assez pour un ramequin.
Une seule portion. Elle courut vers la cuisine. Jean-Luc lui barra le chemin. « Sortez de ma station. »« Chef, bougez !» grogna Riley. Jean-Luc cligna des yeux. La souris avait rugi. « Je vais faire une pâte à biscuits, » dit Riley, serrant son tablier plus fort. « J'ai besoin de beurre froid. J'ai besoin de crème épaisse. Vous pourrez me virer après ce soir, Jean-Luc, mais en ce moment, vous allez vous écarter de mon chemin ou vous allez m'aider. » Jean-Luc la fixa. Il regarda le maigre récipient de mûre dans sa main. Il regarda la détermination dans sa mâchoire. Il laissa échapper un long soupir dramatique. « Vous allez brûler le beurre, » murmura-t-il. Il se dirigea vers le réfrigérateur et en sortit un bloc de beurre français cher. « Écartez-vous. Si nous devons faire cette tambouille paysanne, nous allons le faire correctement. » Riley sourit. « Merci, chef. » Ils travaillèrent en tandem. C'était une vue bizarre. Le chef français impérieux et la nouvelle serveuse terrifiée, côte à côte. Riley écrasa les murs avec du sucre et un filet de citron. Jean-Luc frotta le beurre dans la farine du bout des doigts, créant une pâte hirsute et parfaite. Ils mirent le ramequin au four 15 minutes. Riley fit les 100 pas devant la porte du four. « Il faut de la glace, » réalisa-t-elle. Il a dit « Pas de gelato. »« Nous n'avons que du gelato, » dit Jean-Luc. « Du gelato à la vanille. »« Il le saura, » dit Riley. « C'est un requin. »« Alors nous trichons, » dit Jean-Luc avec un clin d'œil. « Ajoutez un filet de crème épaisse au gelato et recongelez-le pendant 5 minutes dans la cellule de refroidissement rapide. Cela tapissera la langue comme de la glace américaine. » Riley regarda le chef. « Vous êtes un génie. »« Je sais, » grogna Jean-Luc. Le minuteur du four sonna. Riley sortit le ramequin. Il bouillonnait, le jus violet suintait autour de la croûte dorée. Ça sentait l'été. Ça sentait la maison. Elle le plaça sur une assiette de service. Elle ajouta la boule de glace modifiée. Elle ne le saupoudra pas de sucre glace. Elle n'ajouta pas de feuilles de menthe. Elle le garda simple. Elle sortit dans la salle à manger. Le restaurant était vide maintenant, sauf la table 4. Les lumières avaient été tamisées. La pluie fouettait toujours les fenêtres. Taylor était assis la tête dans les mains. Il leva les yeux alors qu'elle s'approchait. Riley plaça le ramequin fumant devant lui. « Cobbler au mur » murmura-t-elle, avec de la glace à la vanille. Taylor fixa le plat. La vapeur s'élevait, portant l'odeur de fruits cuits et de beurre. Ses yeux se remplirent instantanément de larmes. Il prit sa cuillère. Sa main tremblait de nouveau, mais pas de rage cette fois. Il prit une bouchée. Il ferma les yeux. Une larme s'échappa de sous sa paupière et roula sur sa joue, traçant les lignes profondes de son visage. « Ça a le goût de 1984, » murmura-t-il. Il mangea le tout en silence. Il racla le ramequin jusqu'à ce qu'il soit propre. Quand il eut fini, il plia sa serviette et la posa sur la table. Il regarda Riley. La dureté avait disparu de son visage. Il semblait juste fatigué, triste et reconnaissant. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il. « Je n'ai jamais demandé. »« Riley, » dit-elle. « Riley O'Meara, » répéta Taylor. Il tendit la main dans la poche de sa veste et en sortit un carnet de chèques. « Riley, aimez-vous travailler ici? » Riley hésita. « J'ai besoin d'argent. Je suis historienne de l'art. C'est juste de la survie. » Taylor hocha la tête. Il déboucha un stylo plume. Il écrivit quelque chose sur un chèque, l'arracha et le posa face contre table. « Ce fut le meilleur service que j'ai reçu en 20 ans, » dit Taylor. « Parce que c'était réel. Vous n'avez pas servi le millionnaire. Vous avez servi l'homme. » Il se leva. Il ramassa son carnet, faisant attention à la page déchirée. « Bonne nuit, Riley. »« Bonne nuit, M. Taylor. » Il sortit sous la pluie, seul. Riley resta là un instant, écoutant le silence, puis elle tendit la main vers le chèque. Elle le retourna, le souffle coupé. Elle dut s'agripper à l'arrière de la chaise pour ne pas tomber. Le chèque était à l'ordre de Riley Jenkins. Le montant était de 50 000 $. Et dans la ligne de mémo, écrit d'une écriture tremblante et élégante, il y avait les mots « pour les frais de scolarité ».
Allez trouver votre or. Riley couvrit sa bouche pour étouffer un sanglot. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu. C'était de la liberté. Mais en fixant le chèque, elle réalisa quelque chose. L'histoire n'était pas terminée, car Arthur Taylor avait laissé autre chose sur la table. Sous le chèque se trouvait une carte de visite, non pas pour sa société immobilière, mais pour la Fondation Taylor pour les arts. Et au dos, un numéro de téléphone et une note. Appelez-moi demain. J'ai une galerie qui a besoin d'un conservateur qui n'a pas peur de me dire la vérité. Riley regarda par la fenêtre la ville glissante de pluie. La peur avait disparu. Elle n'était plus serveuse. Elle était la fille qui avait affronté le dragon et trouvé le cœur humain battant en dessous. Le silence à Lyell après le départ d'Arthur Taylor était plus lourd que la tempête à l'extérieur. C'était un vide aspirant l'air de la pièce. Riley se tenait près de la table 4, le chèque serré dans sa main, ses phalanges blanches. Le nombre 50 000 semblait brûler à travers le papier. Richard, le gérant, apparut des ombres près du casier à vin. Il avait observé. Il avait vu le carnet de chèques. Il avait vu la poignée de main. Il s'approcha, ses chaussures claquant sèchement sur le parquet. Il ne regarda pas le visage de Riley. Il regarda exclusivement le bout de papier dans sa main. « Eh bien, dit Richard, sa voix dégoulinante d'une fausse camaraderie onctueuse. Il semble que le gauntlet n'était pas si mal après tout. Bon travail, Riley. Effort d'équipe. Il tendit une main. Je le prendrai pour le coffre. Nous le traiterons avec le dépôt nocturne et calculerons les pourcentages du pot de pourboire plus tard. Riley retira sa main, pressant le chèque contre sa poitrine. Excusez-moi. Le sourire de Richard vacilla, remplacé par un éclair d'agacement. Le chèque, Riley, c'est une gratification. Selon la politique de la maison, toutes les gratifications de plus de 500 $ sont collectées et distribuées par la direction. 10% pour le bar, 15% pour la cuisine, 25% pour la maison, frais administratifs. Riley le regarda. Elle vit l'avidité dans ses yeux. Elle était nue et laide. Il ne se souciait pas de la cuisine ou du bar. Il voyait un jour de paye. « Le chèque est à mon nom », dit Riley, d'une voix étonnamment stable. Riley Jenkins. Il n'est pas à l'ordre de Lyell. Et la ligne de mémo indique « frais de scolarité ». Ce n'est pas un pourboire, Richard. C'est un cadeau. Le visage de Richard se durcit. Il fit un pas de plus, envahissant son espace personnel. Ne soyez pas naïve. Vous portiez un uniforme Lyell. Vous serviez la nourriture de Lyell. Cet argent appartient à l'établissement. Si vous essayez de partir d'ici avec ça, j'appellerai la police et le signalerai comme un vol. Je vous ruinerai. Un vol? Riley rit. Un son aigu et incrédule. Il me l'a donné. C'est un milliardaire excentrique, cracha Richard. Je pourrais facilement affirmer que vous l'avez manipulé ou qu'il a fait une erreur. Donnez-moi le chèque, Riley. Ne rendez pas soleil. Vous êtes une temporaire. Vous n'êtes personne. Riley regarda autour d'elle. Le restaurant était vide de clients, mais le personnel s'était rassemblé. Mike, le barman, essuyait un verre, observant. Béatrice étreignait une pile de menus. Les Buzz Boys étaient figés. « Mike » appela Richard, ne quittant pas Riley des yeux. « Soutenez-moi ici. Règle du pot commun, n'est-ce pas? Vous voulez votre part de 50 000 balles. » Mike regarda Riley. Il regarda le chèque. Il se rappela la peur dans la pièce 1 heure auparavant quand Richard avait essayé de se cacher. « En fait, Richard, » dit Mike, sa voix résonnant dans la grande pièce, « je n'ai pas servi la table 4. J'ai fait une boisson. » Riley a pris le coup. Si cet argent est le sien, c'est le sien. Richard se tourna, son visage devenant rouge et tacheté. « Excusez-moi, vous êtes viré. »« Vous ne pouvez pas le virer, » dit Béatrice s'avançant. « Et vous ne pouvez pas avoir ce chèque. Nous avons tous entendu ce que Taylor a dit. Il a dit que c'était pour ses frais de scolarité. Si vous touchez un centime de l'argent de cette fille, je m'en vais et j'emporte la liste de services du soir avec moi. »
Mutinerie, Richard rit nerveusement. Pour une serveuse qui est ici depuis 3 semaines. Ce n'est pas juste une serveuse. Une voix grave retentit de la cuisine. Les portes doubles s'ouvrirent. Le chef Jean-Luc en sortit. Il portait toujours son tablier taché et il tenait une lourde louche en acier comme une masse d'armes. Il dépassa Richard et se tint à côté de Riley. Il était un pied plus petit que le gérant, mais rayonnait 10 fois plus de menaces. « Elle est la seule personne dans ce bâtiment qui comprend la nourriture, » grogna Jean-Luc. « Elle a défendu mon canard. Elle a respecté les ingrédients. Elle a fait le cobbler. Vous, Richard, vous lui auriez servi du sel. Vous l'auriez laissé manger des ordures juste pour son argent. » Jean-Luc se tourna vers Riley. « L'argent est à vous, mademoiselle. Si ce vautour essaie de le prendre, il devra me répondre, et j'ai des couteaux très aiguisés. » Richard regarda le front uni, le barman, la serveuse vétéran, le chef cuisinier et la nouvelle fille. Il réalisa avec un sentiment de défaite que son pouvoir s'était évaporé au moment où Arthur Taylor était sorti. Il redressa sa veste, essayant de sauver une certaine dignité. « Bien, gardez-le, mais ne vous donnez pas la peine de revenir demain. C'est fini pour vous ici, Riley. » Riley regarda Richard. Elle regarda le chèque dans sa main, la clé de son avenir. Puis elle regarda ses amis. « Je n'en avais pas l'intention, » dit Riley. Elle dénoua son tablier. « Je démissionne. » Elle laissa tomber le tablier blanc sur le sol aux pieds de Richard. « Et Richard, » ajouta-t-elle, « le 82 lourd, il est bouché. Vous voudrez peut-être vérifier la cave avant d'essayer de le vendre au maire. » Elle se retourna et sortit par la porte d'entrée sous la pluie, laissant derrière elle le tablier et l'ancienne vie. La tempête qui avait frappé Seattle la nuit précédente avait disparu, laissant derrière elle un ciel d'un bleu perçant et nettoyé. La lumière du soleil se reflétait sur le trottoir mouillé, transformant la ville en un miroir étincelant. Mais Riley Jenkins ne remarqua pas la vue. Elle se tenait sur le trottoir dans le quartier des Arts, serrant si fort la bandoulière de son sac à main que ses doigts lui faisaient mal. Devant elle se dressait la fondation Taylor. C'était une merveille architecturale de verre et d'acier, d'angles vifs et de hauteurs intimidantes, conçue pour que quiconque se tenant à sa base se sente nettement plus petit. Riley lissa les revers de son blazer de seconde main. Elle avait passé 1 heure ce matin-là à essayer de défroisser son meilleur pantalon, se regardant dans le miroir de la salle de bain, répétant le chiffre qu'elle avait vu sur le chèque, 50 000 $. C'était réel. Le bordereau de dépôt dans sa poche en était la preuve. Mais tandis qu'elle fixait le panneau d'interphone en laiton, le syndrome de l'imposteur qui la tourmentait depuis l'université rugit de nouveau. « Tu es une serveuse, » chuchotait-il. « Tu sers du café. Tu essuies des tables. Tu n'as pas ta place dans un château de verre. » Elle faillit faire demi-tour. Elle faillit retourner à l'arrêt de bus. Mais alors elle se rappela le regard sur le visage de Richard quand elle avait laissé tomber le tablier. Elle se rappela le goût du cobbler au mur. Riley prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons de l'air frais du matin, et appuya sur la sonnette. « Riley !» La voix sortit du haut-parleur instantanément. Ce n'était pas une secrétaire ou un garde de sécurité. C'était lui. « Oui, Monsieur Taylor, c'est 9 heures. La porte est déverrouillée. Montez. » Elle poussa les lourdes portes vitrées. Le hall était caverneux. Une cathédrale de silence qui sentait la cire à parquet, le vieux papier et l'argent. Ses talons claquaient rythmiquement sur le sol en béton poli, le son résonnant vers le haut plafond. L'espace était rempli d'art, mais c'était un cimetière de créativité. Des dizaines de grandes toiles étaient drapées de draps de poussière blanc, se tenant comme des fantômes dans la lumière du matin. Elle trouva l'escalier en colimaçon et monta. Au sommet, la mezzanine s'ouvrait sur un vaste bureau qui ressemblait moins à un espace de travail qu'à un sanctuaire. Un mur entier était en verre donnant sur la Space Needle. Arthur Taylor l'attendait, mais le requin en costume sur mesure avait disparu.
À sa place se tenait un homme portant un doux pull en cachemire bleu marine et des lunettes de lecture posées sur le bout de son nez. Il semblait las, mais le côté déchiqueté et terrifiant qu'il avait porté à Luciel avait été adouci. Il n'offrit pas de poignée de main. Il désigna simplement la pièce. « Vous êtes ponctuel, observa-t-il, enlevant ses lunettes. J'apprécie ça. La plupart des gens qui viennent ici sont en retard parce qu'ils sont trop occupés à admirer l'architecture en bas. C'est un beau bâtiment, dit Riley, entrant complètement dans la pièce. C'est un mausolée, la corrigea Taylor doucement. C'est un entrepôt pour des choses que je ne comprends pas. Il se dirigea vers son bureau où le carnet en cuir de la veille était fermé. À côté se trouvait une tasse en céramique de café, noire et fumante. Pas de soucoupe. « Êtes-vous allé à la banque? » demanda-t-il. « Oui, répondit Riley. Le gérant de la succursale pensait que je blanchissais de l'argent. Il a dû appeler votre bureau pour vérifier le chèque. » Taylor gloussa, un son sec et rauque. « J'imagine que oui. Les gens ne sont pas habitués à la générosité sans attache. » Il s'éloigna du bureau et marcha vers un grand chevalet dans le coin recouvert d'un lourd drap de laine. « Je vous ai dit hier soir que j'avais une galerie, » dit Taylor, sa voix prenant un ton pensif. « Ce n'était pas entièrement vrai. J'ai un entrepôt, une collection. Ma femme, Catherine, elle n'achetait pas d'or pour l'investissement. Elle n'achetait pas les noms qui apparaissent dans Forbes. Elle avait un œil pour les oublier. » Il posa sa main sur la toile drapée. Elle collectionnait les artistes qui étaient rejetés, ceux qui étaient moqués par les critiques, ceux à qui on disait qu'ils étaient trop désordonnés, trop bruyants, trop émotifs. D'un mouvement fluide et soudain, il retira le drap. Riley s'avança, le souffle coupé. La peinture était chaotique. C'était une scène de rue réalisée avec des coups de pinceau épais et violents de peinture à l'huile. À première vue, cela ressemblait à un fouillis de taches grises et néons. Mais à mesure que Riley plissa les yeux, s'approchant, le chaos se résolut. Les taches devinrent des rues glissantes de pluie. Les flous néons devinrent des feux de signalisation se reflétant dans les flaques. Et au centre, formé par l'espace négatif de l'obscurité, se trouvaient deux silhouettes se tenant la main. C'était un chef-d'œuvre de perspective. Les critiques ont qualifié cela de camelote d'amateur en 1990, dit Taylor doucement. Ils ont dit que l'artiste ne comprenait pas la forme. Catherine l'a acheté pour $500 parce qu'elle a dit que ça sentait comme un jour de pluie. La semaine dernière, un évaluateur m'a dit que ça valait 2 millions. Il se tourna pour regarder Riley, ses yeux gris scrutant son visage. J'ai 4000 pièces comme celle-ci en entrepôt, et je n'ai aucune idée de quoi en faire. Riley arracha ses yeux de la toile. Mais vous avez une fondation. Vous avez du personnel. J'ai des employés, corrigea Taylor, sa voix se durcissant légèrement. J'ai eu 5 conservateurs au cours de la dernière année seulement. Savez-vous pourquoi je les ai virés? Parce qu'ils n'étaient pas qualifiés, devina Riley. Non, leur CV était impeccable. Harvard, Yale, la Sorbonne. Je les ai virés parce qu'ils étaient des menteurs. Taylor commença à faire les 100 pas, son agitation revenant, bien qu'elle fût dirigée vers le souvenir, pas vers elle. Il me disait ce qu'il pensait que je voulais entendre. Si je regardais un tableau et fronçais les sourcils, il disait que c'était de la camelote. Si je souriais, il disait que c'était du génie. C'étaient des sycophantes malades. Ils étaient terrifiés par le milliardaire. Alors, ils me servaient des mensonges sur un plateau d'argent. Ils essayaient de me vendre des tendances et de la valeur marchande. Ils traitaient la collection de Catherine comme un portefeuille d'actions. Il arrêta de faire les 100 pas et se tint directement devant Riley. Vous, Riley, vous m'avez dit que l'eau était insalubre quand je vous ai ordonné d'utiliser vos doigts. Vous m'avez dit que le canard était parfait quand j'ai essayé de vous faire douter pour le reprendre. Vous avez risqué votre emploi, votre loyer et votre réputation pour protéger l'intégrité d'un plat et la mémoire d'une femme que vous n'avez jamais rencontrée. Il tendit la main, paume ouverte. Je n'ai pas besoin d'un autre expert.
Je peux acheter des experts par douzaines. J'ai besoin d'une disseuse de vérité. J'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de moi. J'ai besoin de quelqu'un qui se battra pour cet art comme vous vous êtes battu pour la table 4. Riley regarda sa main, puis de nouveau le tableau. Son cœur battait la chamade contre ses côtes, un mélange d'exaltation et de terreur. Monsieur Taylor, j'ai une licence en histoire de l'art. Je n'ai jamais dirigé de galerie. Je ne connais rien à la logistique ou à l'assurance ou... Vous pouvez apprendre la logistique, interrompit Taylor fermement. Vous pouvez engager des comptables pour l'assurance. Ce que vous avez, l'intégrité, ne peut pas s'enseigner. Il retourna à son bureau et prit un dossier. Le poste est directeur de la collection Catherine Taylor. Le salaire de départ est de 80 000 $ par an avec tous les avantages sociaux et un budget discrétionnaire pour les acquisitions. Votre travail est simple. Allez au sous-sol, trouvez l'art qui vous fait ressentir quelque chose et mettez-le sur ces murs. Dites la vérité. 80 000 $, c'était un chiffre qui ne s'accordait pas. C'était la stabilité. C'était un avenir où elle n'aurait pas à compter les centimes à l'épicerie. Ajouta Taylor, un petit sourire sincère touchant le coin de ses yeux. Vous n'aurez plus jamais à servir de café. Riley sentit des larmes lui piquer le coin des yeux. Elle les chassa, se redressant. Elle n'était plus la fille au tablier. « Je le prends, » dit Riley, sa voix stable et claire. « Mais j'ai une condition. » Taylor leva un sourcil, intrigué. « Vous négociez déjà. Bien. Qu'est-ce que c'est? » Riley désigna le carnet en cuir sur son bureau. « Le croquis, celui de Catherine. Nous l'encadrons. Nous le mettons dans le hall juste à l'entrée. » Taylor regarda le carnet. Il traça la couverture en cuir avec son pouce. « Ce n'est pas un chef-d'œuvre, Riley. C'est un dessin tremblant d'un vieil homme sentimental. Les critiques s'en riront. »« Laissez-les rire, » dit Riley. « C'est honnête. C'est la raison pour laquelle cette collection existe. C'est le cœur du bâtiment. » Taylor la regarda pendant un long moment, puis il hocha la tête. Fait, 6 mois plus tard, le gala d'ouverture de la Galerie Taylor était l'événement de la saison. Le thème de l'exposition était simple, imprimé en lettres noires grasses sur les invitations. Sans excuse, le mausolée avait pris vie. Les draps de poussière avaient disparu. Les murs étaient vibrants de couleurs, présentant des œuvres qui avaient été cachées dans l'obscurité pendant des décennies. L'air bourdonnait du bavardage de l'élite de la ville, politiciens, investisseurs, artistes et critiques, tous buvant du champagne et s'émerveillant de la collection. Riley se tenait près du fond de la pièce. Elle portait une robe noire simple et élégante qui lui allait parfaitement, ses cheveux attachés. Elle observait la foule, non pas avec peur, mais avec l'œil calme d'une conservatrice. Arthur Taylor s'approcha d'elle, se frayant un chemin à travers la foule. Il avait l'air plus jeune que depuis des années, énergisé par le bruit et la vie dans la pièce. Il tenait 2 flûtes de champagne millésimées. « À la table 4, dit-il, lui tendant un verre. « Au cobbler, » répondit Riley avec un sourire, cognant son verre contre le sien. « Les critiques arrivent déjà en ligne, » nota Taylor, regardant autour de la pièce. Ils qualifient la curation d'audacieuse et de révélatrice. Vous aviez raison pour le croquis dans le hall. Les gens s'y arrêtent en premier. Certains pleurent. « C'est une bonne histoire, » dit Riley. « Les gens aiment une vraie histoire. » Tandis qu'elle prenait une gorgée de champagne, son regard dériva vers l'entrée. Il y avait une agitation à la corde de velours. Debout là, essayant de se frayer un chemin devant la sécurité, se trouvait Richard. Le gérant de l'IL semblait plus petit qu'elle ne se le rappelait. Son costume avait l'air bon marché sous les lumières de la galerie, ses cheveux clairsemés. Il tendait le cou, désespéré d'être vu, désespéré de faire partie du cercle intime. Il regarda à travers la pièce et croisa le regard de Riley. Pendant un instant, le temps s'arrêta. La mâchoire de Richard se relâcha. Il vit la serveuse qu'il avait essayé d'intimider, la fille qu'il avait virée. Mais elle ne servait pas de boisson.
Elle se tenait à côté du milliardaire, tenant une flûte en cristal, la maîtresse de maison. Il la regarda avec un mélange d'envie et de regret si puissant qu'il était presque palpable. Il fit un demi-pas en avant, peut-être pour saluer, peut-être pour essayer de revendiquer un certain crédit pour son succès. Riley ne fronça pas les sourcils. Elle ne fulmina pas. Elle ne lui donna pas la satisfaction de la colère. Elle soutint simplement son regard pendant une seconde, leva son verre dans un toast poli et silencieux, un dernier adieu à la vie qu'elle avait laissée derrière elle, puis lui tourna le dos. « Tout va bien? » demanda Taylor, remarquant l'interaction. Riley regarda le tableau de la rue glissante de pluie, puis de nouveau son ami. « Oui. »« Oh, » dit Riley, sa voix pleine de chaleur, « tout est si parfait. » Elle avait affronté le dragon. Elle avait traversé le feu et elle était sortie de l'autre côté, non seulement avec l'or, mais avec son âme intacte. Et cela, réalisa-t-elle, était le seul chef-d'œuvre qui comptait vraiment. Et c'est l'histoire de Riley et du milliardaire. C'est un rappel que la vraie valeur ne se trouve pas dans un compte en banque ou un costume chic. Elle se trouve dans l'intégrité. Riley aurait pu choisir la voie facile. Elle aurait pu mentir sur le canard. Elle aurait pu fuir la table. Elle aurait pu laisser le gérant lui voler son moment. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a réalisé que même lorsque vous servez la personne la plus puissante de la pièce, votre dignité est la seule chose qu'ils ne peuvent pas acheter à moins que vous ne la vendiez. Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous mangé le canard? Auriez-vous résisté à Richard? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'eux. Si cette histoire vous a ému, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer une histoire sur les outsiders qui se battent et gagnent. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.